Ici, Londres. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. « 6 juin 1944, 5 heures du matin, plage de Colville-sur-Mer, nom de code Omaha. Le soldat de la Wehrmacht, Heinz Severloh, est en poste au point d'appui WN62 du mur de l'Atlantique, à cheval entre les secteurs Easy et Fox. Il aperçoit avec stupeur la plus grande armada de tous les temps. 7000 navires environ occupaient l'horizon. Après un déluge d'obus et de bombes venant des navires et bombardiers alliés, les premières barges de débarquement approchent de la plage. Il est 6h25 et les vétérans de la première division américaine s'apprêtent à connaître l'enfer. Les bombardements ont manqué leur cible et le dispositif allemand est toujours en place. Les blindés, débarqués trop loin, ont coulé à cause de la houle. Les premières vagues d'assaut se retrouvent complètement à découvert et se font massacrer par les défenseurs allemands, armés de mitrailleuses. Après une lutte acharnée, une poignée d'hommes parvient à se frayer un chemin jusqu'à la digue qu'ils font sauter avec une bangalore. À 8h15, le colonel Taylor parvient avec ses hommes à contourner 2 points d'appui. Il s'exclame « Il n'y a plus que 2 genres de soldats sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir, alors bougeons-nous de là. » À partir de 10h, 3 percées ont été effectuées, mais la situation reste désespérée. De nouveaux soldats débarquent et un destroyer se rapproche pour faire un tir de barrage et ainsi ouvrir la voie aux troupes américaines. À 15h30, les soldats du dernier point d'appui allemand battent en retraite. La plage est prise, mais au prix de lourdes pertes. 2000 soldats américains ne se relèveront pas, ce qui vaudra à la plage d'Omaha le surnom d'Omaha la sanglante. Les 4 autres plages du débarquement ont aussi été prises. C'est ainsi que s'achève le premier acte de la libération de la France. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce long format de Mémoire des siècles. Ici Antoine, et aujourd'hui à l'occasion des 80 ans du débarquement de Normandie et des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, nous allons plonger dans les 2 dernières années du conflit le plus meurtrier de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, du 1er janvier 1944 au 2 septembre 1945. L'occasion pour moi de rétablir certaines vérités et de déconstruire certains mythes. Mais débutons par un état des lieux du conflit au 1er janvier 1944. En ce début d'année 1944, l'axe recule. L'URSS qui a remporté la bataille de Koursk en juillet 1943 est à l'offensive. Les Alliés ont débarqué en Sicile en juillet 1943, le sud de l'Italie est libéré et Benito Mussolini a été renversé. L'une des 3 puissances de l'Axe, qui est l'Italie, a capitulé le 3 septembre 1943, mais les Alliés se heurtent aux défenses de la ligne Gustave. Après avoir repoussé la Wehrmacht de l'est de l'Ukraine, les Soviétiques lancent l'offensive Dniepr-Karpats le 24 décembre 1943 et mettent à mal le groupe d'armées sud de l'armée allemande qui recule. La Roumanie, voyant le rouleau compresseur soviétique avancer vers son territoire, entame des pourparlers en mars 1944. L'armée rouge rentre en Roumanie. Parallèlement, en Italie, les Alliés sont ralentis par les lignes Gustave et ses points fortifiés, le plus célèbre étant le monastère de Monte Cassino, situé sur une colline. En janvier 1944, les Alliés lancent plusieurs offensives pour percer cette ligne, mais la résistance allemande est féroce. Pour contourner l'obstacle, un débarquement est effectué à Anzio le 22 janvier 1944. Toutefois, les troupes alliées restent bloquées sur la plage, incapables de progresser rapidement. Finalement, après plusieurs mois de combat, une attaque franco-polonaise entraînera la chute de Monte Cassino le 19 mai, permettant de faire la jonction avec les troupes débarquées à Anzio. La route vers Rome est grande ouverte et la ville est libérée le 5 juin 1944. Mais cette victoire va être masquée par une autre opération. Depuis 1942, l'Union soviétique réclame aux Alliés l'ouverture d'un second front en Europe pour soulager l'armée rouge. Après des mois de préparation, l'opération Overlord est lancée le 6 juin 1944 avec le débarquement en Normandie. Les troupes alliées doivent s'emparer de 5 plages normandes et établir une tête de pont. Après des combats acharnés, notamment à Omaha, les forces alliées réussissent à progresser et amorcent la libération de la France. À la suite du débarquement, plusieurs divisions allemandes stationnées dans le sud remontent vers la Normandie. Harcelés par la résistance, les SS commettent des massacres contre les civils français, comme le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane. La progression est ralentie en Normandie, causée par le bocage et la farouche résistance allemande. Le 1er juillet, Cherbourg tombe. Fin juillet, l'état-major allié lance l'opération Cobra qui leur permet d'enfin sortir du bourbier normand et de progresser. Le 31 juillet, alors que les Alliés progressent en Normandie, l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry disparaît aux commandes d'un avion américain en mer. Le 15 août, tout s'accélère avec l'opération Dragoon et le débarquement de troupes en Provence qui libèrent le sud de la France. Le 25 août 1944,
Paris est libéré après l'insurrection de la Résistance et l'entrée des troupes du général Leclerc. À l'est, l'armée rouge poursuit sa progression avec l'offensive Lvov-Sandomir, qui permet aux soviétiques d'atteindre l'ouest de l'Ukraine et de pénétrer en Pologne. Dans ce contexte, les résistants polonais de l'armée de l'intérieur déclenchent l'insurrection de Varsovie le 1er août 1944 pour libérer la capitale. Mais Staline ordonne à son armée de s'arrêter aux portes de Varsovie, laissant les Allemands écraser la révolte. La ville est détruite, 18 000 résistants sont tués, 15 000 sont faits prisonniers et 160 000 à 250 000 civils sont tués. En parallèle, le 22 juin 1944, date d'anniversaire de l'invasion allemande de l'URSS en 1941, l'armée rouge lance l'opération Bagration. Une offensive massive contre le groupe d'armées centre allemand en Biélorussie. En quelques semaines, les soviétiques détruisent 28 divisions allemandes, libèrent Minsk et atteignent les frontières de la Pologne et des pays baltes. Cette offensive est l'une des plus grandes défaites de la Wehrmacht. Après une pause stratégique en automne 1944, les soviétiques déclenchent une nouvelle attaque massive en janvier 1945. Ils franchissent la Vistule, reprennent Varsovie et avancent jusqu'à Loder, à seulement 70 km de Berlin. Le 27 janvier 1945, les soviétiques découvrent l'horreur des camps de concentration nazis en libérant le camp de Auschwitz-Birkenau. Sur le front occidental, en septembre, les Alliés lancent l'opération Market Garden pour percer le front allemand aux Pays-Bas. Cette tentative de s'emparer des ponts stratégiques des Pays-Bas pour accélérer la fin de la guerre échoue en raison d'une résistance allemande plus forte que prévu, notamment à Arnhem. Pendant ce temps, en Italie, les Alliés attaquent la ligne gothique, la dernière grande ligne défensive allemande dans les Apennins. Les forces alliées pénètrent par la suite en Allemagne. Aix-la-Chapelle est la première grande ville allemande prise en octobre 1944, suivie par de violents combats dans la forêt de Jörtgen. L'Allemagne tente une dernière contre-offensive en décembre 1944, c'est la bataille des Ardennes. Les forces allemandes percent le front allié en Belgique, mais sont stoppées faute de ravitaillement et par manque de supériorité aérienne. Le 7 mars 1945, les Alliés franchissent le Rhin tandis qu'en avril 1945, l'armée rouge lance l'offensive finale sur Berlin. Après des combats de rue violents, le 1er mai, le Reichstag tombe et Berlin capitule le 2 mai 1945. Hitler s'est suicidé le 30 avril dans son bunker. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signe sa capitulation sans condition, mettant fin à la guerre en Europe. Mais théoriquement, les combats ne sont toujours pas finis à cause des Wehrwolf. Le Wehrwolf était une organisation paramilitaire nazie mise en place par Heinrich Himmler en 1944 pour mener une résistance armée contre l'avancée des Alliés en Allemagne. Elle avait pour objectif de mener des actions de sabotage, des assassinats et des embuscades, notamment en zone rurale. Son rôle évolua au fil de l'effondrement du Reich, passant d'une défense de territoire à une guerre clandestine prolongée. Les unités Wehrwolf, formées dans des camps dirigés par Otto Skorzeny, furent impliquées dans plusieurs actions violentes, notamment l'assassinat du maire d'Aix-la-Chapelle en mars 1945 et des combats en Poméranie et à Berlin. Cependant, leur efficacité militaire fut limitée et la plupart des groupes furent éliminés par les forces alliées en 1945-1946. À l'est, certains groupes continuèrent la lutte jusqu'en 1947, notamment en Silésie et en Poméranie. Après la guerre, l'URSS assimila certaines résistances locales en Lettonie et en Estonie à la Wehrwolf, justifiant des répressions massives. Le deuxième membre de l'Axe est tombé. Reste le Japon qui résiste désespérément dans le Pacifique. Après des victoires éclatantes en 1941-1942, le Japon s'étend de la Birmanie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par la plupart des archipels du Pacifique, les Philippines et une partie de la Chine. Les États-Unis mettent en œuvre la stratégie du saut d'île en île, Island Hopping, capturant progressivement les îles japonaises. En 1944, ils remportent la bataille des Mariannes lors de la prise de Saipan, qui permet désormais aux bombardiers américains de frapper directement le Japon. En octobre 1944, la libération des Philippines débute avec la bataille du golfe de Leyte. La flotte impériale japonaise y est décimée et le cuirassé Yamato, fleuron de la marine japonaise, est coulé le 7 avril 1945. Cette défaite signe la fin de la puissance maritime du Japon. Après la capitulation allemande en mai 1945, les États-Unis concentrent leurs efforts sur le Japon. Du 1er avril au 22 juin 1945, les Américains souffrent à Okinawa, où chaque mètre carré de l'île est défendu sans relâche par l'armée impériale, qui tend des pièges aux Américains. À la suite d'Okinawa, l'état-major américain estime que pour envahir l'archipel du Japon, cela coûtera la vie de plus d'1 million de soldats, ce qui pousse le président Truman à larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945 pour éviter le désastre militaire qu'aurait été une invasion de l'archipel japonais. Mais un autre événement joue un rôle clé dans la capitulation du Japon. Le 9 août 1945, l'Union soviétique envahit la Mandchourie et écrase l'armée japonaise. Pris en étau entre le feu nucléaire et la menace soviétique, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon le 15 août 1945. Ainsi,
le Japon capitule grâce à ces deux actions combinées et non pas uniquement à cause des deux bombes atomiques. Le 2 septembre 1945, la reddition est officiellement signée sur le cuirassé USS Missouri, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, la Seconde Guerre mondiale aura débuté un 1er septembre et fini un 2 septembre. La Seconde Guerre mondiale aura fait entre 50 et 60 millions de morts. Certains historiens poussent même ce bilan à 85 millions, dont 6 millions de juifs assassinés de manière systémique dans les camps nazis. L'heure est désormais à la reconstruction et à la construction de la paix, interrompue par la guerre froide qui divisera le monde jusqu'en 91, entre Est et Ouest. Parallèlement, des tribunaux exceptionnels sont mis en place pour juger les criminels nazis et japonais, les tribunaux de Nuremberg et le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient. Sur le banc des accusés de Nuremberg, manquent à l'appel Hitler, Goebbels, ministre de la propagande, et Himmler, chef de la SS, qui se sont suicidés avant la capitulation de l'Allemagne. Mais nombre de ces criminels ont eu le temps de fuir en Amérique du Sud, comme Klaus Barbie, le boucher de Lyon et bourreau de Jean Moulin. En 1972, il sera piégé en direct par un journaliste de TF1, ce qui permettra son arrestation et son procès. Enfin, reste le cas unique de l'Italie. L'Italie, après avoir capitulé en 1943, est rentrée en guerre civile entre la République sociale italienne, un État fantoche dirigé par Mussolini, sous contrôle allemand, et le Royaume du Sud, sous tutelle des Alliés. Petit à petit, le régime mussolinien s'effondre, et le 28 avril 1945, Benito Mussolini est fusillé et pendu par les pieds par des résistants italiens qui ont eux-mêmes participé à la libération du pays. On peut citer la ville de Naples qui s'est libérée elle-même. On estime que 35 856 partisans sont morts au combat ou ont été exécutés. Mais cela n'efface pas les crimes commis par l'armée italienne en Éthiopie, Slovénie, Albanie et en Grèce. À la fin de la guerre, plus de 1500 fascistes responsables de crimes de guerre seront dénoncés à l'ONU, mais aucun ne sera jugé. Mais alors, comment l'expliquer ? Eh bien, premièrement, le fait que l'Italie ait rejoint les Alliés assez tôt dans la guerre a créé une image d'une Italie opprimée par les Allemands, appuyée par des massacres comme celui de Marzabotto, orchestré par la SS. Ensuite, le poids politique. Les pays dans lesquels l'Italie a sévi ont un poids politique mineur, contrairement aux géants soviétiques et américains qui ont mis en place les tribunaux contre l'Allemagne et le Japon. Enfin, c'est le nombre de victimes et l'échelle des crimes. L'Allemagne a mis en place une exécution systématique et rationalisée de tout un peuple, menant à la mort de plus de 6 millions d'individus. Le Japon, avec de la maltraitance et de la barbarie généralisée envers les prisonniers, et des massacres en Chine faisant des centaines de milliers de morts, tandis que l'Italie a commis des crimes certes tout aussi barbares, mais s'apparentant plus à des crimes coloniaux. Certes, 30 000 Éthiopiens ont été tués, 25 000 Slovènes internés dans des camps dont au moins 5 000 sont morts, 40 000 Albanais sont morts et 8 000 résistants ont été fusillés en Grèce. Si l'on additionne le tout, on arrive à 83 000 morts. À titre de comparaison, le massacre de Nankin en Chine par les Japonais, c'est entre 40 000 et 300 000 civils tués. La comparaison entre les chiffres est totalement déséquilibrée. Enfin, le 22 juin 1946 est décrétée l'amnistie Togliatti, du nom du même gouvernement, qui accorde une amnistie générale pour les crimes politiques dans l'intention de clore la période de la guerre civile. Mais pour finir sur une note plus positive, je vous propose une petite anecdote. Le dernier soldat de la Seconde Guerre mondiale s'est rendu en 1974. Il est japonais et s'appelle Hiro Onoda. Il est resté caché plus de 30 ans dans la jungle, persuadé que la guerre n'était pas terminée. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire rocambolesque, je vous invite à lire son journal qu'il a tenu pendant 30 ans, qui s'appelle Au nom du Japon. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce long format de Mémoire des siècles vous aura plu. On se retrouve à la rentrée en septembre pour plus d'anecdotes historiques dans de nouveaux épisodes de Tour d'Horizon.